Bonjour chers élèves, bonjour chers candidats dans mes écoles respectives ainsi que mes renforcements respectifs. Voilà en particulier les élèves du CREP. Aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter un sujet très important concernant les relations Est-Ouest dites la guerre froide. Donc nous sommes en histoire. Dans quel contexte maintenant il y a l'éclatement de la guerre froide? Avant de parler de celle-ci, n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte d'après-guerre marqué par l'ébranlement de l'Europe, marqué par le déclin de l'Europe, marqué aussi par le ruinement et l'endettement de l'Europe. Vis-à-vis de qui? Les États-Unis d'Amérique en l'occurrence, mais l'URSS aussi a pu ressaisir de ce qu'on appelle déclin de l'Europe. Maintenant, puisque l'URSS était en train tout simplement d'opposer à l'unilatéralisme des États-Unis d'Amérique, et on a dit qu'on a une alliance, on était ensemble durant la guerre, on a gagné la Seconde Guerre mondiale, maintenant nous sommes là pour continuer la collaboration d'après-guerre pour favoriser la constitution d'une économie internationale. Donc, le monde d'après-guerre est dirigé par les États-Unis d'Amérique et l'URSS, contexte par lequel l'Europe est ruinée. Donc, raison pour laquelle maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer notre collaboration. Mais puisqu'il y a ce qu'on appelle le calcul des uns et la méfiance des autres, on va tomber sur une division idéologique qui est la guerre froide. Pourquoi? Parce que depuis les accords de Yalta, on avait dit que nous, la Grande Alliance, on a libéré l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest de la domination allemande. Cela ne devait pas signifier que nous devons continuer de gouverner, de contrôler, de faire une politique d'ingérence au niveau de l'Europe. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On doit tout simplement libérer l'Europe. Et c'est ça l'idée de Roosevelt. Nous sommes à la conférence de Yalta 4-11 février 1945. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Déclaration sur l'Europe libérée. On va organiser des élections libres et transparentes ou bien libres et démocratiques au niveau de l'Europe. Donc cela veut dire que fin de l'ingérence. On est tombé d'accord à la conférence de Yalta, mais la suite est que Staline était en train tout simplement de violer les accords de Yalta. Comment Staline maintenant a violé les accords de Yalta? Là où l'armée russe soviétique avait libéré l'Europe de l'Est de la domination nazie, il est en train tout simplement de mener une politique d'expansion. Et c'est dans ce contexte maintenant qu'il y aura quoi? Nous sommes à partir de 1945. Winston Churchill, lors de son discours à Fulton, va alerter les Américains sur le rideau de fer. Donc le fait qu'il y a l'imposition du communisme, il y a la naissance du rideau de fer qui sépare l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Donc si on nous parle de rideau de fer, ce n'est rien d'autre qu'une politique d'expansion, hégémonie politique et économique mise en place par Staline, parce que c'est le monde d'après-guerre et on défie l'unilatéralisme des États-Unis d'Amérique. Donc forcément on doit mettre en place une stratégie. Voilà, donc le rideau de fer sépare l'Europe en deux parties à cause de l'imposition du communisme. Et puisque nous sommes dans une alliance, puisque nous sommes les pays alliés, maintenant Winston Churchill a le droit de déclarer, a le droit d'alerter. Et c'est la raison pour laquelle, dans son discours à Fulton, Winston Churchill alerte les Américains sur le rideau de fer qui sépare l'Europe en deux à cause de l'imposition du communisme en Europe centrale et orientale. Et là, c'était la domination nazie, donc c'est les Soviétiques qui ont libéré l'Europe de l'Est de la domination soviétique. Maintenant, face à cette alerte, face à cette situation en Europe, forcément, il y aura la réaction américaine à travers la doctrine Truman. Maintenant, doctrine Truman, qui s'est arrivée le 12 mars 1947, qui va tout simplement charger d'arrêter, freiner le communisme, d'où on parle de politique de containment ou bien de politique d'endiguement. Donc, pour Harry Truman, à tout prix, nous devons tout simplement arrêter, freiner l'idéologie du communisme en Europe centrale et orientale. Et maintenant, c'est dans cette lancée qu'il y aura le plan Marshall, et le plan Marshall qui est tout simplement le résultat du doctrine Truman. Nous sommes le 5 juin 1947. Donc, pour George Marshall, nous ne devons pas lutter contre le communisme, une idéologie sans pour autant accentuer sur la finance. C'est la raison pour laquelle maintenant il y aura cette aide financière et économique proposée aux peuples européens qui voulaient tout simplement résister aux agressions soviétiques. Parce que le communisme, l'expansion, c'est une agression selon les Américains. Et maintenant, réaction américaine, il y aura aussi ce qu'on appelle la riposte soviétique, en l'occurrence la doctrine Zidanov nous sommes le 22 septembre 1947. Doctrine Truman qui va tout simplement
doctrine Zhdanov qui va critiquer la politique étrangère des États-Unis d'Amérique ainsi que la politique étrangère, de même que le plan Marshall. Comment? Il a dit que le plan Marshall n'est pas du tout gratuit. Les États-Unis d'Amérique, ce sont des pays antidémocratiques impérialistes. Alors que nous sommes des anti-impérialistes démocratiques. Donc, il y a maintenant la division qui s'est née. Parce que s'il y a réaction, contre-réaction, ainsi que les soviétiques vont créer ce qu'on appelle le Cominform, nous sommes en octobre 1947, créer le Cominform qui va charger de coordonner l'action des partis communistes pour une offensive contre le capitalisme. Ainsi, il y aura la division idéologique entre les deux. Maintenant, les deux blocs sont nés. C'est ce qu'on appelle la bipolarisation ou bien le monde bipolaire. Le bloc de l'Est organisé autour de l'URSS, il y a le communisme ou bien le socialisme autoritaire. Ensuite, bloc de l'Ouest organisé autour des États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle le capitalisme, dirigé donc par les États-Unis. Voilà, maintenant, il y a deux blocs et chaque bloc maintenant va tenter d'organiser sur le plan international. Et c'est ce qu'on appelle structuration. Sur le plan économique et commercial, les États-Unis d'Amérique vont mettre en place Pacte Atlantique. Côté soviétique, on va mettre en place CAEM, donc Conseil d'assistance économique et mutuelle. Et maintenant, on a très bien compris que pour faire l'économie, pour faire la finance, pour faire le commerce, il faut d'abord sécuriser les voies commerciales. Et c'est dans ce contexte maintenant qu'il y aura, aux côtés des États-Unis d'Amérique, il y aura l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour la sécurité. Et maintenant aussi, côté de l'URSS, il y a Pacte de Varsovie, qui va charger aussi de sécuriser. Voilà, donc maintenant, plus de structuration, plus d'organisation, les États-Unis d'Amérique vont créer ce qu'on appelle OEA, Organisation des États américains. Nous sommes en Amérique. On quitte l'Amérique pour l'Europe, on va créer OEA, Organisation européenne de coopération économique. On va aller vers l'Asie pour créer OTAN, Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Il y aura aussi ANZUS, Alliance entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour le Moyen-Orient, il y aura Pacte de Bagdad qui a été mis en place aussi. Maintenant, pour l'Union soviétique, ce qui est tout simplement impressionnant, c'est qu'il y a l'autorité qui gère tout. On nous parle d'étatisation. On nous parle tout simplement de dictature d'un parti. Et donc là, c'est cela, la politique relève donc de l'autorité soviétique. C'est ça la différence. Et maintenant, la Yougoslavie de Tito, qui avait tout simplement refusé de copier, comment dirais-je, la politique stalinienne ou bien la politique soviétique, était tout simplement rejetée du camp socialiste. Donc on l'a rejeté. Là, c'est la Yougoslavie de Tito. Maintenant, après la bipolarisation, il y aura maintenant les premières confrontations. Parce que bipolarisation, mais aussi il y avait l'idée qu'on peut se réconcilier. Donc bipolarisation, ce n'est rien d'autre qu'il y a la division, il y a la naissance des blocs. Bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Mais ce qui nous montre que nous sommes en division, d'une manière générale, il y a rupture, c'est que les deux grands vont s'affronter en Asie et en Afrique. En Asie, autant pour moi, et en Europe. Là, c'est les premières crises de la guerre froide. À partir maintenant de 1948, après l'alerte de Fulton, retenez très bien que les soviétiques vont s'emparer du pouvoir à la Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce qu'il y aura un coup d'État mené par les soviétiques. Edouard Beneš va perdre le pouvoir au profit de Gottwald. Pourquoi? Parce que les soviétiques, première attaque, nous sommes au niveau de la Tchécoslovaquie, coup de Prague. Donc un coup d'État pour renverser le pouvoir en place. Donc la Tchécoslovaquie va devenir, pays communiste. Maintenant, après cette crise, nous sommes en Asie. On va directement aller vers, nous sommes en Europe, autant pour moi. Deuxième crise en Europe, c'est la crise de Berlin. La crise de Berlin, c'est à partir de 1948. Maintenant, dans quel contexte Staline a décidé de fermer toutes les voies terrestres? Dans quel contexte? Revenons sur la conférence de Potsdam. Les grands se sont réunis à Potsdam dans le but tout simplement de faire quoi? Diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation ainsi que la ville de Berlin. Maintenant, puisque les pays occidentaux, ce n'est rien d'autre que si on nous parle de la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on a décidé d'unifier les zones d'occupation en Allemagne ainsi que la ville de Berlin. Mais aussi on sait très bien qu'on ne peut pas favoriser, on ne peut pas battre les soviétiques en Allemagne, en Europe sans pour autant mettre en place une monnaie commune. Parce que les États-Unis d'Amérique utilisaient le dollar, la France utilisait l'euro et la Grande-Bretagne livre sterling. Et s'il y a une différence monétaire,
cela ne va pas favoriser l'économie ni ce qu'on appelle les finances. Donc on va unifier les zones d'occupation et mettre en place d'autres schémas. Maintenant, Staline va se révolter contre cette réaction. Parce que Staline ne voulait pas la création d'une fédération au sein de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il va faire? Fermer toutes les voies terrestres reliant Berlin-Ouest aux autres zones d'occupation capitalistes en Allemagne. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Berlin-Est était tout simplement prise en otage par Staline. Asphyxie économique, étouffement, donc Berlin-Ouest serait tout simplement en situation de crise économique. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, avec leur savoir-faire, vont tout simplement réagir à travers le pont aérien américain qui va ravitailler Berlin-Ouest pendant un an. Nous sommes 1948-1949. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer face à cette riposte? Parce qu'on a dit qu'on a estimé plus de 2,5 millions de personnes qui étaient au niveau de Berlin-Ouest. Maintenant, réaction américaine, on est là pour ravitailler donc Berlin-Ouest. Et maintenant, face à la riposte efficace, face à ce qu'on appelle la réaction américaine, maintenant Staline va décider tout simplement de lever le blocus. Nous sommes en mai 1948. Pourquoi? Parce que la riposte est efficace, alors que les États-Unis d'Amérique disposaient de l'arme atomique. S'il y a le fait de survoler les territoires soviétiques, il y aura peut-être l'idée de lancer la bombe atomique. Donc si on est là pour lancer la bombe atomique, donc Staline se sent menacé. C'est la raison pour laquelle maintenant, face à l'efficacité, il va décider tout simplement d'arrêter le blocus et il y aura la naissance de la RFA et la RDA. Donc conséquence, la naissance des deux Allemagnes, mais aussi il y aura l'échec de Staline parce que Staline ne voulait pas la création de cette fédération. Voilà, donc maintenant on quitte l'Europe, il y a la crise. Nous sommes en Asie, la première crise, nous sommes aussi au niveau de la guerre de la Chine et la guerre de Corée. Donc deux affrontements en Europe, deux affrontements en Asie. Maintenant la guerre de la Chine, retenez très bien qu'à partir de 1945, le Japon qui colonisait la Chine a tout simplement capitulé vis-à-vis de la Grande Alliance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y aura la guerre civile entre les nationalistes et les communistes. Nationalistes dirigés par, comment dirais-je encore, Chiang Kai-shek, et les communistes dirigés par Mao Zedong. Maintenant, cette guerre, à partir de 1948-49 autant pour moi, va tout simplement se transformer en guerre froide. Comment? En guerre froide, parce qu'il y aura l'implication des deux grands. Et c'est ça qu'on dit qu'il y a une guerre périphérique entre les deux grands. Ou bien tout simplement guerre par pays interposé. Ce n'est pas une guerre directe, mais une guerre d'une manière indirecte. C'est ça la guerre froide. Donc, affrontement non armé, affrontement idéologique, économique, mais aussi affrontement sur le plan financier et culturel. Donc, c'est la raison pour laquelle au niveau de la Chine, il y a d'une manière intermédiaire, l'URSS va appuyer Mao Zedong et Chiang Kai-shek serait tout simplement soutenu par les États-Unis. Voilà, donc les États-Unis d'Amérique vont perdre. Première bataille, nous sommes au niveau de l'Asie. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Chiang Kai-shek va tout simplement se réfugier à l'île de Formose parce que Mao Zedong va proclamer la République populaire de Chine. Nous sommes le 1er octobre 1949. Donc, la Chine s'est communisée. Et maintenant, la suite est que on va tout simplement aller vers la Corée, 1950. L'éclatement de la guerre de Corée, parce que la Corée était tout simplement divisée en deux parties, nord-communiste dirigé par Kim Il-sung, sud-capitaliste dirigé par Syngman Rhee. Maintenant, à partir de 1950, Staline va donner l'ordre à Kim Il-sung d'attaquer Syngman Rhee. Et dans cette attaque aussi, il y a l'implication de la Chine. Pourquoi? Parce que Mao Zedong a été tout simplement exhorté d'envoyer des soldats aux Nord-Coréens pour soutenir Kim Il-sung de cette attaque. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique ne vont pas laisser les bras croisés. Pourquoi? Parce qu'on a déjà perdu une bataille au niveau de l'Asie. Donc, on va s'engager, on va investir pour ne pas encore perdre un pays asiatique donc, qui va tomber dans le communisme. On ne peut pas l'accepter. Donc, une seconde fois. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la suite est que les États-Unis d'Amérique vont se rallier avec l'ONU pour faire une coalition militaire. Et cette coalition militaire maintenant va tout simplement venir au niveau du sud-coréen pour faire quoi? Soutenir Syngman Rhee de la menace des communistes. Et maintenant, c'est MacArthur, le général américain, qui va diriger le convoi ou bien la coalition militaire. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il y a subordination. L'ONU, est-ce que l'ONU est indépendante? Non, l'ONU n'est pas du tout indépendante. L'ONU est dépendante des États-Unis d'Amérique. C'est une subordination.
parce que 90% des casques bleus étaient des Américains, étaient des soldats américains. Donc cela explique que l'ONU est dirigée par les États-Unis d'Amérique. Donc depuis le début, Staline avait refusé l'idéologie de la création de l'ONU. Maintenant, durant toute cette période, maintenant, il y a la guerre de Corée, mais il n'y a pas de victoire finale. Pourquoi il n'y a pas de victoire finale? Parce qu'à partir de 1953, il y a les accords de Panmunjom qui mettent fin à la guerre de Corée. Donc maintenant, ces accords prévoient quoi? Le retour à la frontière initiale. Donc Kim Il-sung reste dans sa partie et Syngman Rhee aussi reste dans sa partie. C'est la fin de la guerre. Maintenant, les États-Unis d'Amérique s'engagent dans cette guerre parce qu'on ne voulait pas perdre encore une fois un pays asiatique. Donc là, c'est les premières confrontations. Nous sommes en Europe, coup d'État au niveau de Prague. Ici, la première crise de Berlin 1948. En Asie, la guerre de la Chine et la guerre aussi de la Corée. Donc, ce qui nous explique qu'il y a division au sein de la Grande Alliance parce qu'il y a première confrontation, mais confrontation d'une manière intermédiaire ou bien par pays préposé. Donc, raison pour laquelle maintenant, à partir de 1953, on va assister dans les relations internationales, c'est-à-dire donc une nouvelle période, à savoir le rapprochement. Donc, le rapprochement à partir de 1953, caractérisé premièrement par quoi? Parce qu'il y a les facteurs. Rapprochement, c'est de 53 jusqu'à 75. Et dans les rapprochements, il y a deux parties. La coexistence pacifique, 1953-1962, la détente, 1963-1975. Maintenant, il y a les facteurs. Ce qui a causé le rapprochement. Premièrement, c'est le changement de leader. En 1953, Staline est décédé, remplacé par Nikita Khrouchtchev. Côté des États-Unis d'Amérique, maintenant, Dwight Eisenhower remplace Harry Truman. Donc, changement de politique coïncide avec changement de leader. Donc, les leaders vont changer la politique. Et c'est la raison pour laquelle il y a un rapprochement. Parce que pour Nikita Khrouchtchev, je ne suis pas là pour faire une compétition idéologique, mais plutôt une coopération économique. Pour attraper l'Angleterre dans ce temps, attraper les États-Unis d'Amérique dans 15 ans sur le plan économique. Et c'est dans ce contexte maintenant qu'il y a l'arrivée de Dwight Eisenhower qui va faciliter le dialogue à Nikita Khrouchtchev parce qu'il est ouvert au dialogue. Je suis là aussi pour prôner le dialogue. C'est la raison pour laquelle il y aura un rapprochement entre les deux. Changement de leader, changement de politique. C'est la raison pour laquelle aussi Nikita Khrouchtchev va entamer la déstalinisation. Dissout le Cominform et propose ce qu'on appelle la coexistence pacifique avec les États-Unis d'Amérique. Donc cela montre que nous sommes là pour favoriser l'économie, nous sommes là pour favoriser la coopération. Donc on va changer la guerre froide. C'est le rapprochement. Première idéologie. Maintenant, deuxième facteur aussi, c'est qu'à partir des années 1953, chacun des deux blocs dispose d'une bombe atomique et d'une bombe à hydrogène. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le schéma, parce que 1945, seuls les États-Unis détenaient l'arme atomique, là c'est monopole. À partir maintenant de 1949, l'URSS va avoir bombe atomique, mais en 1952, les États-Unis d'Amérique vont avoir bombe hydrogène. Et là, c'est la supériorité. Maintenant, en 1953, l'URSS dispose d'une bombe hydrogène. Donc, il y a parité nucléaire, équilibre de la terreur. Et si on a les mêmes armes, si on a les mêmes, infrastructures sur le plan militaire, donc avant de m'attaquer, il faut réfléchir. C'est la raison pour laquelle il y a un rapprochement causé par l'équilibre de la terreur. Troisième point, c'est quoi? Il y a effritement du monde bipolaire, causé par la fissuration des blocs, parce qu'au sein de l'Est, il y a difficulté, au sein de l'Ouest, il y a difficulté. Donc, au côté du bloc de l'Est, l'URSS pose problème à tous ces les soviétiques parce que Mao Zedong n'était pas du tout d'accord sur les nouvelles orientations de Khrouchtchev. Parce qu'avant d'entamer une politique de coexistence, avant de faire la déstalinisation, il fallait tout simplement discuter avec les leaders, avec les grands. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Mao Zedong va tout simplement jeter l'éponge. Cela veut dire qu'il y a rupture entre les soviétiques et Mao Zedong. Et pourquoi il y a difficulté au niveau du bloc de l'Est? Parce que retenez très bien que l'attaque de la guerre de Corée en est une illustration. L'URSS se sert de la Chine qui va envoyer des soldats. Donc cela explique que Mao Zedong signifie quelque chose au bloc de l'Est. Donc raison pour laquelle maintenant il y a difficulté parce que les deux, il n'y a pas ce qu'on appelle monolithique. On ne parle pas le même langage. Voilà. Et Mao aussi n'était pas du tout d'accord sur l'intervention en Hongrie. Nous sommes en 1956. Là, c'est la division. Maintenant, la France aussi pose problème aux États-Unis parce que Général de Gaulle critique gravement la politique américaine. Pourquoi les États-Unis d'Amérique s'engagent dans la guerre du Vietnam? Il y a rupture entre les États-Unis d'Amérique et la France. Donc, fissuration des blocs, ce n'est rien d'autre qu'il y a affaiblissement, l'un et l'autre. Parce que puisque nous sommes affaiblis, on va favoriser le rapprochement, mais pas
aller en compétition. Donc là aussi, c'est parmi les facteurs. Quatrième facteur maintenant, il y a ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. La naissance des pays non alignés. Parce qu'il y a le communisme, il y a le capitalisme. Maintenant, l'autre partie, c'est qu'on n'a pas adapté ni le communisme ni le capitalisme, on adapte la neutralité dans la guerre froide. Et c'est ça qu'on appelle les pays du tiers-monde. Donc les pays en dehors de l'Europe, tiers-monde. Voilà, donc sur le plan économique, maintenant, on parle des pays émergents ou bien des pays sous-développés. Donc c'est ça le tiers-monde. Donc plus d'illustrations donc maintenant dans la décolonisation avec la conférence de Bandung avril 1955 où on nous parle de la naissance, mais aussi ce qu'on appelle aussi l'émergence du tiers-monde. Maintenant, l'autre point c'est quoi? Intérêt économique favorable aux deux blocs. Parce que Nikita Khrouchtchev avait dit qu'on doit favoriser la coopération économique entre les deux blocs. Parce que l'idéologie après la guerre, c'était quoi? Favoriser la constitution d'une économie internationale. C'était ça l'idée de la finalité. Donc maintenant, c'est ça les facteurs du rapprochement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous parler de la deuxième partie concernant la guerre froide. Et n'oubliez pas aussi de faire des suggestions, des commentaires. Et si vous avez aussi des questions, on aura à venir très largement sur la deuxième partie. Parce que la guerre froide, c'est une leçon assez longue. Donc, il y a 4 parties. Maintenant, prochainement, on va vous parler de deuxième partie. Et on va aussi vous parler des méthodologies concernant l'histoire, à savoir contexte, portée historique et comment faire les commentaires. Voilà. Mais retenez très bien que la guerre froide, on nous dit que c'est une guerre non armée. Oui, c'est une guerre non armée, c'est une guerre idéologique. Mais retenez très bien que parfois, il y a la participation des deux grands par guerre périphérique. C'est-à-dire guerre par pays interposé, donc d'une manière intermédiaire. Et puisqu'on avance aussi, vous allez comprendre que la guerre froide, au-delà d'une guerre idéologique, c'est une guerre économique, c'est une guerre politique, c'est une guerre culturelle. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement. Mouché Gueye,